Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la présidente de séance, honorables membres de l'Académie du Royaume, chers amis, je voudrais dire tout le bonheur et l'honneur que je ressens à être associé à la 43e session de l'Académie du Royaume sur la thématique centrale, l'Afrique comme horizon de pensée. Pour développer devant vous, avec vous et pour vous, une problématique tant existentielle qu'essentielle qui se place, à mon avis, au cœur d'une série de dialectiques. Le droit et le politique, l'universel et le spécifique, le temps et l'espace, tant il s'agit, comme cela est contenu dans l'intitulé ou porté par l'intitulé de ma communication, il s'agira des principes constitutionnels dans les transitions démocratiques africaines, subsahariennes et, je dirais, d'expression française. Et déjà, il me faudrait sacrifier un exercice de clarification conceptuelle, puisque ma problématique confronte le concept de principe qu'il faudrait effectivement, sur le plan terminologique, sémantique, lexical, préciser pour éviter tout amalgame, et aussi le concept de transition démocratique qui appellerait effectivement un éclairage conceptuel à ce niveau. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais vous donner sommairement un aperçu définitoire sommaire des principes. Le principe est un ensemble de normes, de mécanismes qui pourraient aussi s'apparenter ou s'assimiler aux standards, c'est-à-dire un certain nombre de critères ou un corps d'arguments qui est au fondement de la Constitution, inhérent à cette Constitution, et qui constitue même, je dirais, le déterminisme constitutionnel nécessaire au comportement des gouvernants et des gouvernés de l'État et de la société. Alors, transition démocratique. Transition démocratique, globalement, c'est un processus d'évolution qui implique la Constitution, elle aussi, et qui induit une série de ruptures, de réformes, d'adaptations, de substitutions. En tout cas, tout un mouvement fragmenté dans le temps, puisque la transition est un moment qui est marqué par un point de départ et un point d'arrivée, c'est-à-dire l'objectif recherché. Or, par rapport à l'Afrique subsaharienne, aux pays de l'Afrique subsaharienne, aux démocraties, dans le sens de gouvernement de la société politique, eh bien, le point de départ, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme dont il faudrait sortir, c'est une fatalité à vaincre qui nécessite effectivement l'usage ou le recours conscient aux principes, justement, constitutionnels, tels que contenus à l'échelle interne par des textes qui vont gagner progressivement à passer des constitutions simplement nominales ou aux constitutions sémantiques pour accéder aux constitutions normatives, c'est-à-dire celles qui devraient s'appliquer dans la mesure où elles s'accompagnent d'un pouvoir sanctionnateur. Dans la foulée de Bandung et la vague de décolonisation qui s'ensuivit s'est déclenchée
la première confrontation du droit constitutionnel occidental et des systèmes politiques du tiers-monde, en l'occurrence ceux de l'Afrique, qui nous concernent. Cela généra un double mouvement corrélatif, l'expansion du constitutionnalisme libéral et l'amorce d'une transition politique dont la démocratisation est le leitmotiv. Certes, cette nouvelle catégorie d'États, d'ailleurs on les appelait les nouveaux États, se présentaient déjà en général comme des sociétés sous-développées qui, par rapport aux accompagnements de l'époque, étaient, pour le droit constitutionnel en vogue, des milieux de vie entièrement différents. Même si, cependant, il était beaucoup plus question de mimétisme institutionnel et que la grève constitutionnelle devait céder à des facteurs objectifs de l'autoritarisme, le constitutionnalisme libéral voyait sa géosphère s'élargir. Les années 90, qui sont les années de la transition mondiale à tous les niveaux, seront celles de la renaissance du constitutionnalisme par un renouvellement du dispositif juridique encadrant les systèmes issus de la transition démocratique. Cette phase, ce moment, inaugure une phase manifeste de réappropriation. Réappropriation subtile par les Africains des principes constitutionnels, qu'il s'agisse de la construction démocratique, et ce sera le premier point de mon développement, ou du parachèvement de l'état de droit. Dès lors, le mimétisme juridique s'accompagne d'un volontarisme innovant. Les progrès sont certes palpables, mais leur appréciation interpelle la réalité dans son mouvement, dans son évolution. Donc, premier moment, première idée, les principes constitutionnels et la construction démocratique. Issus des conférences nationales ou des révisions constitutionnelles qui les ont accompagnés ou qui se sont substitués, puisque tous les pays africains du printemps africain, on a même parlé à l'époque de printemps africain, il y a toute une littérature à ce niveau-là, eh bien, il y a ceux qui ont opté pour les conférences nationales et ceux qui ont opté pour le processus normal de révision de la Constitution, si tant est que toutes les constitutions écrites prévoient justement les modalités de leur révision, quitte à ce que ce processus soit adapté au contexte qui est le leur. Donc, issus des conférences nationales ou des révisions constitutionnelles, les transitions démocratiques africaines ont permis au constitutionnalisme renouvelé de devenir un élément important de la vie politique. Les conditions politiques faites du multipartisme et de concurrence électorale dans lesquelles se déroule le jeu politique donnent aux mécanismes et aux règles d'évolution, d'exercice, de contrôle et d'abandon du pouvoir la possibilité d'être effectivement mise en œuvre. Les constitutions viennent à remplir à des degrés variables leurs fonctions de réglementation des rapports politiques, des débats politiques sont portés sur le terrain du droit, la référence aux normes et à la légalité est devenue une condition de la légitimité vis-à-vis aussi bien de l'opinion publique interne que de l'opinion publique internationale. Les perspectives donc s'ouvrent sur une réelle volonté de transformer démocratiquement l'État autoritaire, et c'est justement le début, c'est le point de départ, c'est la sortie de cet autoritarisme à la lumière des principes et des instruments contenus ou portés par les diverses constitutions. Tandis que, dans sa mise en forme, l'exercice du pouvoir s'accommode des principes de la démocratie parlementaire. Alors, il est très vrai que l'État autoritaire est pris d'assaut. Il est pris d'assaut par à la fois par les revendications, mais aussi par l'écriture constitutionnelle qui a mis en exergue les principes démocratiques. Donc l'autoritarisme de l'État africain va céder à la vague de démocratisation sans que cela
sans que cela entraîne la disparition de son contenu antérieur. Les transformations des constitutions promulguées ou refondées ouvrent la voie à la légitimité démocratique née de moult principes, la référence à la nation souveraine, la liberté politique fondamentale, le pluralisme, qui n'est pas forcément le multipartisme ou le pluripartisme, le suffrage universel. Alors, la nation souveraine, ce principe est placé au premier plan, comme il est logique pour les États nouvellement indépendants. Mais c'est un principe qu'il faudrait prendre avec beaucoup de prudence. Et justement, c'est dans son volet, dans son substantif, la nation, où effectivement les constituants africains ont été assez prudents, parce que la nation a une valeur identitaire. Et par conséquent, ils se sont repliés d'une certaine manière sur le principe de la souveraineté nationale. Cela apparaît, donc cette espèce de méfiance vis-à-vis de ce concept est manifeste au niveau de la récusation, la réfutation, le rejet de la régionalisation qui était considérée comme source de séparatisme ou de sécessionnisme, dans la mesure où ce sont des États qui ont conquis leur indépendance au prix d'une lutte souvent sanglante et qui, par conséquent, ne peuvent pas adopter un certain nombre de concepts qui, ailleurs, ont pris tout le temps pour pouvoir se forger, et que ces concepts risqueraient d'être des concepts qui iraient dans le sens de la dislocation, du démembrement, donc tout simplement du non-État ou nouvel État. Alors, le principe de la souveraineté nationale est affirmé par plusieurs constitutions qui, en fin de compte, reprennent l'article 3 français. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, par la voie du référendum. La liberté, elle est présente. Elle est présente dans les constitutions. Le principe est réparti selon les découpages par génération de droits reconnus. La liberté d'opinion et d'expression préfigure la première génération des droits. Ce sont des sociétés qui ont besoin de s'exprimer. Ce sont des sociétés d'oralité qui ont été... cette oralité a toujours été souvent longuement étouffée, donc il est clair que ces sociétés s'accrochent justement à revendiquer, mais aussi à réaliser la liberté d'opinion et d'expression. Le droit de propriété, fait également l'objet d'une ferme protection que la possibilité d'expropriation ne doit pas menacer, étant que généralement prévu, mais à peu près toujours accompagné d'un droit à une juste et préalable indemnisation. La protection du domicile et le secret des correspondances sont formulés en termes d'autant plus précis que les régimes précédents en étaient rarement respectueux. La liberté de conscience est partout reconnue et garantie. Cela est d'autant vrai que l'État est laïque. Dans les pays où la religion se confond à l'État, la liberté de conscience est préservée par des formules qui en consacrent l'inviolabilité ou reconnaissent la liberté du culte. Les droits de la deuxième génération ou droits de créance sont évoqués avec néanmoins le double souci des constitutions, d'une part de ne rien oublier et d'autre part de ne pas prendre d'engagements trop irréalistes. Ainsi en est-il du droit au travail et à la sécurité sociale, du droit à la grève ou de grève, l'adhésion à un syndicat, le droit à la santé mentionné par toutes les constitutions. En dernier lieu, parmi les libertés les plus récemment affirmées, le droit à un environnement sain est d'ailleurs mentionné. Alors, le pluralisme politique, version option parlementarisme moderne, opère un véritable retour générationnel dans les constitutions des années
90 et post-90, eh bien, le pluralisme postule la reconnaissance des tendances diverses de l'opinion organisée et leur libre concurrence. Mais on verra que ce principe va être plutôt détourné ou interprété autrement. Donc, le pluralisme politique se confond au multipartisme, et ce qui fait qu'on est passé de la culture de la domination par un parti unique, générant une véritable monocratie partisane, idéologique ou autre développementaliste, vers une véritable explosion organique de partis politiques. La transition démocratique est à considérer aussi comme un retour mesuré au parlementarisme de type rationalisé, inspiré du modèle français, avec les réformes introduisant ou réaménageant le bicaméralisme, le couplage de la motion de censure et de dissolution, étant entendu que le pouvoir législatif est relégué au plan de la restriction de son domaine et la haute main du gouvernement sur le travail parlementaire. Alors, rapidement, je passe au second groupe de principes constitutionnels qui, cette fois-ci, tendent à inscrire les démocraties ou les transitions démocratiques africaines sur la voie de la construction ou du parachèvement de l'État de droit. L'État de droit, on le sait, regroupe à son tour divers principes incorporés dans les constitutions africaines. L'idée centrale de l'État de droit, c'est le lien de l'État à la norme, démocratiquement élaboré, en vue de prévenir toute forme d'arbitraire et préserver le citoyen. Alors, les constituants africains adhèrent à cette logique libérale pour afficher leur démarcation par rapport à toute idéologie autoritaire de relégation du droit. C'est le premier divorce avec, par exemple, le marxisme, léninisme ou le conservatisme, l'ultraconservatisme. Mais aussi parce que, aussi noble que sont les vertus de l'État de droit, celui-ci est, à leurs yeux, moins exigeant que les concepts de démocratie. Donc c'est une nébuleuse dont tout le monde se réclame à la fin des idéologies, où la fin des idéologies a fait que tous les États à l'échelle contemporaine universelle, eh bien, s'accrochent à leur fondement réel, originaire, c'est-à-dire triompher, se réclamer du droit et consacrant la suprématie des droits, aussi bien par rapport aux gouvernants qu'aux gouvernés. Alors, nous avons une série de principes qui sont mis en avant et qui sont liés justement à cet objectif de construire ou parachever l'État de droit. Alors d'abord, c'est la consécration de la valeur citoyenne. Consécration de la valeur citoyenne et qui repose sur suffisamment de fondements qui sont autant de droits naturels tels que la dignité, l'égalité, la liberté. Le second aspect ou le second principe consacre, je vais assez rapidement, consacre le magistère du droit et du juge. Et on sait que le magistère du droit et du juge repose sur des principes que nous connaissons tous, le principe d'indépendance de la justice et tous ses dérivés, le droit à un procès équitable, les droits du justiciable, la séparation, bien sûr, entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs politiques, la suprématie de la Constitution qui nécessite forcément la consécration d'un gardien de cette constitutionnalité. Alors, pour conclure le plus rapidement possible, je pense qu'avec les transitions démocratiques, eh bien, les principes constitutionnels catalyseurs de la démocratie et de l'État de droit ont été remis à l'ordre des réformes constitutionnelles africaines, assurant ainsi au constitutionnalisme africain une certaine unité, quoique provisoire. Les acquis et promesses des processus transitionnels devaient se heurter à divers aléas d'ordre
interne exacerbée par un contexte mondial en quête de repères. À ce propos, la généralisation est certainement à éviter en raison de la multitude des systèmes et des expériences menées compte tenu aussi des mutations mondiales, globalisation de l'économie, syndrome sécuritaire accentué par un terrorisme ambiant, repli nationaliste et identitaire, flux migratoires tous azimuts. Cette période apparaît en effet comme un mélange de vagues espoirs nés d'un incontestable regain démocratique par la renaissance du constitutionnalisme et d'analyses désabusées imputables à l'échec ou l'inefficience des expériences tentées. La transition démocratique réveilla aussi, et c'est ça l'effet pervers, réveilla les vieux démons qui avaient déconsidéré les tentatives des années 60, renaissance d'un multipartisme archaïque, indiscipliné, sans doctrine, ni idéologie, ni programme, servant surtout à soutenir des ambitions personnelles et sans véritable implantation dans la population, parfois financées de manière occulte, perversion des processus électoraux, muselage de la liberté d'opinion et d'expression, décrédibilisation d'une justice incapable d'imposer le droit à des zones d'influence garantissant l'impunité et la corruption à tous les niveaux. La situation économique critique repose le problème du rapport développement-démocratie selon la dialectique marxiste entre les libertés formelles et les libertés concrètes, la préoccupation chez chaque citoyen de s'assurer des conditions de vie minimales rend sans doute moins pressante une lutte pour le droit de vote. Les impératifs de développement expliquent la nécessité d'une assistance extérieure, mais comment le faire sans accroître la dépendance? Faut-il être optimiste, pessimiste ou réaliste? J'ai choisi le réalisme. J'ai choisi le réalisme et je crois que l'espoir est permis. Malgré tout, l'espoir est permis. L'espoir est permis et il faudrait le placer ou le replacer avec conviction, confiance dans ce que j'appellerais le patriotisme constitutionnel, porté par la jeunesse, les femmes, les différentes sociétés civiles, les intellectuels. Et je vous remercie de votre attention.